Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes donc le lundi 7 novembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage. Hegel, sa vie, son œuvre, écrit par Jacques Dondt en 1967. C'est une sorte de petit résumé voilà, une simplification de son œuvre et de son existence. Donc, je suis à la page 27, le deuxième chapitre de la philosophie qui s'intitule La culture. C'est là où nous allons commencer. Alors, à propos de la chaîne, qui en principe euh, s'appelait, mais je ne sais pas si je l'ai intitulé vraiment comme ça, les, les prods de l'ordinaire. Voilà, je l'avais appelé un petit peu comme ça cette chaîne. Euh, et donc, aujourd'hui, nous sommes 101 abonnés sur cette chaîne. Et je vous cache pas que je vise de rentrer dans les 20 premières chaînes françaises. Voilà, j'ai vu que dans les 20 premières, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Alors, le type de contenu, voilà, ils ont 17 millions d'abonnés, 14 millions d'abonnés, 8 millions, 5 millions, 7 millions, etc. Et toutes sont humour, sport, divertissement, humour, jeux vidéo, humour, divertissement, humour, clips musicaux, divertissement, humour, divertissement, etc. Voilà dans les 20. Et donc, j'ai l'intention d'incruster à l'intérieur de ces 20, je ne sais pas quelle place encore, euh, une chaîne de philosophie naïve. Voilà. Donc je vais travailler à ça là. Ça va, ça devrait le faire normalement, de passer de 101 abonnés à 17 millions, à 14 millions, 15, 16, je sais pas. 17, c'est bon. Voilà, c'est pas non plus la mer à boire, hein. Voilà, il suffit d'un peu, d'un peu travailler. Bon, bref, euh, il faut que je travaille un peu mon humour quand même, je pense. Mais pourquoi pas, on va essayer. Voilà. Bon, en tout cas, vous savez que si vous prenez un abonnement, si vous vous abonnez à la chaîne, il paraît que ça influence un petit peu la remontée spectaculaire euh, qui, que je voudrais effectuer avec vous. Voilà. Euh, donc oui, et ça, et puis les soutiens, les j'aime, voilà. Donc je commence à lire et je découvre en même temps, vous savez comment je pratique, je lis, je découvre en même temps, et puis je digresse, voilà, je commente à partir de cette lecture et en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle, euh, une théorie universaliste. Donc en fait, les rentrer dans le chart des 20 premières chaînes françaises, c'est peut-être pas la finalité je cherche pour cette chaîne-là. Je voudrais bien entrer dans le chart mondial. Je n'ai pas regardé, tiens, combien il y a d'abonnés dans les chaînes les plus énergiques sur Internet. Bref, voilà. Donc, je commence la lecture et je commente. La culture. Hegel a eu le souci d'éclairer la conjoncture spirituelle dans laquelle il intervenait. Alors,
j'ai oublié de signaler que je vais quand même essayer de m'améliorer, hein, parce que dans l'état actuel, euh, ça risque pas. Voilà, on- la progression risque d'être à l'allure d'une limace, voilà, posée sur la vitre de mon ordinateur. Alors, Hegel a eu le souci d'éclairer la conjoncture spirituelle dans laquelle il intervenait. Ça, c'est très intéressant. Ses premiers essais semblent pourtant, mais ce n'est qu'une apparence, s'orienter vers de tout autre sujet. Il s'y intéresse surtout aux bouleversements religieux et politiques de l'Antiquité. Voilà. Mais il était en lien avec le spirituel. C'est là où on ne peut pas... je trouve qu'il y a euh, voilà, la dichotomie de, de la réflexion philosophique dans le monde moderne, euh, dans le monde occidental, me semble un peu trop matérialiste et qui ne tient pas suffisamment compte de la partie spirituelle qui, qui, qui est dans chaque œuvre pratiquement des grands philosophes, de tous. Hein. Je pense, à mon avis, euh, ils, sont, ils ont une partie spirituelle. Hegel, Kant et peut-être même Marx. J'aimerais bien savoir, même chez les plus matérialistes, il y a une vision un petit peu comme ça. Et je trouve qu'elle est négligée par la philosophie et voilà, par les philosophes contemporains qui enseignent ou qui commentent le travail de ces penseurs. Donc je continue. Fervent admirateur de la Grèce, il se demande par exemple pourquoi et comment disparut sa religion, un culte de beauté, alors que le judaïsme et le christianisme s'assuraient un rapide triomphe. Alors pourquoi? Ben ça c'est intéressant à se poser comme question. Pourquoi? Pourquoi on est passé du polythéisme au monothéisme? Pourquoi on est passé des dieux grecs à un dieu unique, transcendant et voilà. Ben, simplement parce que ça rentre dans le cadre, c'est en pleine cohérence avec l'évolution de l'humanité vers son adoucissement déjà, vers l'amour, quoi. C'est la montée progressive vers l'amour. Et évidemment que le Dieu du judaïsme, puis qui a donné naissance au Dieu du christianisme et au Dieu de l'islam, qui est finalement le même, était porteur des valeurs vraiment différentes, beaucoup plus hautes au niveau de, de l'éthique, de la morale, voilà. Les dieux grecs étaient un peu calqués sur les pathologies de l'être humain. Hein. Voilà, c'était, il n'y avait pas une vision qui était transcendante, qui allait au-delà de l'univers, en définitive, qui pouvait se poser au-delà de l'univers d'une certaine façon. Les dieux grecs, bien souvent, voilà, quand ils désiraient une, une compagne, une femme, ils ne se privaient pas même d'abuser d'elle. Voilà, il y avait quand même tout un tas de comportements qui étaient liés à la nature humaine. Et le fait de passer sur le monothéisme a transcendé cette chose-là. Dieu, c'est devenu quelque chose
un horizon qui attirait constamment l'humanité. Si on voulait ressembler au dieu grec, il fallait être courageux, un bon guerrier, etc., etc. Si on voulait s'identifier au dieu du judaïsme, eh ben, il fallait devenir un saint. C'était vraiment une autre vision. Et donc, ça adoucissait en même temps les mœurs de l'humanité. C'est pourquoi les monothéismes ont adouci les mœurs de l'humanité. Même si, bon voilà, on peut reprocher des choses même au monothéisme et à son application. C'est comme voilà, la théorie, entre la théorie marxiste et la pratique marxiste, il y a deux mondes. Entre la théorie du judaïsme et la pratique du judaïsme, ou la théorie du christianisme, ou de l'islam et la pratique de l'islam, il y a deux mondes. Voilà, alors il y a toujours la partie la plus importante qui est liée au spirituel, qui a les valeurs qui sont prônées par ces grandes spiritualités. Et puis il y a une petite partie, souvent politique, ou qui utilise la religion comme un sport de combat, comme on a utilisé le marxisme comme un sport de combat pour combattre le capitalisme. Et donc il s'est perdu de vue d'une certaine façon. Au lieu de s'intéresser à lui-même, il s'est engagé il s'est engagé, mais aussi parce on l'a harcelé de la même manière. Et pour le religieux, c'est la même chose. Donc, au lieu de s'intéresser au spirituel, il s'est inclus dans le politique parce que c'est ce qui devait se faire, c'est tout, c'est comme ça que ça devait se pratiquer. Et effectivement, ça a frelaté les grandes valeurs qui étaient prônées. Et puis il y avait des valeurs qui étaient aussi des valeurs guerrières qui étaient prônées par les livres sacrés, bien entendu. En tout cas, euh, c'est une évolution logique, comme maintenant, comme l'arrivée de la laïcité. Il faudrait que je fasse vraiment une vidéo plus complète sur cette chose-là. Mais bon, euh, l'arrivée de la laïcité a du sens dans l'évolution de l'humanité. Elle dit en substance, voilà, le spirituel doit quitter le politique, doit nous laisser le politique, doit nous laisser la loi laïque. On a pourtant besoin, même près du politique, que le spirituel soit présent pour qu'on ait les grandes valeurs du spirituel, les valeurs universelles du spirituel. On en a besoin de sa vision morale, pas toute celle qui est universelle et qui est bienveillante et qui respecte l'évolution de l'humanité, etc., les valeurs qui évoluent dans l'humanité. Évidemment que le monde, voilà, il a, pendant des millénaires, il a opprimé, par exemple, les homosexuels. Grâce à la laïcité, ils ont acquis la liberté et puis le fait d'être protégé, défendu, etc. Et donc le religieux doit s'adapter à ça, comme il a su s'adapter à ce que prônait Galilée, voilà, ou quand à un certain moment on a décrété que les scientifiques ont décrété que la Terre était ronde, bon ben voilà, le religieux a dû admettre ces choses. Il faudrait que ça soit beaucoup plus facile, que ça soit beaucoup plus simple. Donc il faudrait qu'il y ait une vraie relation fraternelle entre laïcité et spiritualité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, d'aller vers ce respect réciproque entre les deux, au lieu d'être en provocation réciproque, parce qu'en provocation réciproque,
l'autre ne peut pas entendre. C'est pas la meilleure façon en agressant un modèle religieux ou une théocratie, en l'agressant, en lui disant qu'ils sont nuls, etc., que tout ce qu'ils font c'est misérable, c'est pas bon, qu'on peut faire évoluer les choses. C'est en discutant, c'est en comprenant qu'il y a des choses positives, mais en faisant comprendre que dans le monde tel qu'il est, voilà, il faut juste qu'ils accélèrent un peu le processus d'intégration sans aller dans les excès les excès ou les accélérations fulgurantes du monde laïque, parce que voilà, on lâche des libertés de plus en plus, mais qui sont trop rapides pour le monde, pour une partie, pour le monde traditionnel, pour les sociétés traditionnelles. Et donc il faut respecter ça, c'est tout. On a besoin de respecter ça. C'est clair que les éclaireurs, voilà, ils ouvrent des voies, mais c'est pas valable pour l'ensemble du monde. Ces voies doivent être ouvertes, c'est légitime, c'est normal, mais s'il y a une compréhension mutuelle, c'est parfait. S'il y a du respect, de l'amour mutuel, les choses changeraient. Mais il faut aller dans l'amour mutuel. Et si on reste dans un monde où on a besoin de se faire des ennemis, on a besoin d'avoir un ennemi pour évoluer, c'est un peu la tradition du monde occidental. Voilà, il rentrait en opposition totale avec le communisme, par exemple, quand il y avait le communisme et le capitalisme ne voulait même pas entendre parler sur son sol de communisme. Il ne pouvait pas prendre même les valeurs et le communisme ne pouvait pas prendre les valeurs libérales qui étaient... Voilà, et on est dans cet antagonisme, et l'antagonisme doit être dépassé. On doit arriver à un état symbiotique, à un système symbiotique. Sur la mécanique universelle, j'avais découvert sur une revue scientifique que les premiers organismes de vie d'où nous sommes issus, hein, les premières cellules, elles fonctionnaient, elles avaient 4 ou 5 façons de se comporter. Elles pouvaient être dans le neutralisme, deux cellules, deux cellules s'ignoraient, elles étaient à côté, mais elles s'ignoraient, elles n'avaient aucune interaction. Elles pouvaient être dans le neutralisme, c'est-à-dire que chacune des deux engendrait quelque chose de négatif pour le prochain. Elles pouvaient être dans le commensalisme, une pouvait envoyer quelque chose de positif à l'autre. Elles pouvaient être dans la symbiose, les deux pouvaient envoyer quelque chose de positif pour l'autre. On sait le faire aussi ça, mais c'est pas le mouvement de nos dominants. Nos dominants ne sont pas arrivés à la symbiose. Le peuple sait être en symbiose. Le système marchand sait faire ça. Y a tout un tas de corporations qui savent faire ça. Et les corporations politiques, là, qui dominent le monde, ont de la difficulté à passer sur la symbiose. Et donc, la symbiose, en réalité, c'est le mouvement supérieur. Au-dessus de la symbiose, il y a l'osmose, la fusion entre. Et ça sera notre finalité. C'est clair que l'humanité atteindra la symbiose. Voilà, il faudra encore quelques siècles d'évolution, c'est clair, mais on passera à ce niveau-là. Avant, on va rentrer dans le symbiotisme. C'est ce que je prône sur la mécanique universelle. Je dis que maintenant, il est temps de commencer à entrevoir une nouvelle voie qui serait le symbiotisme ou un libéralisme symbiotique, ou voilà, qui pourrait prendre le symbiotisme, en fait, c'était l'idée de prendre le meilleur du communisme, le meilleur du libéralisme, lâcher le pire des deux, etc., et puis commencer à évoluer avec ce genre
voilà, prendre le meilleur dans chaque chose. Et je pense qu'on va aller dans cette direction. Bon, je continue. Il médite sur la destinée des peuples afin de retrouver et de définir l'esprit de ces peuples et de leur religion. Il ne résiste pas à la tentation de réaliser parfois cette abstraction, l'esprit d'un peuple, et de lui octroyer une existence autonome, personnelle. Alors, c'est c'est tentant de faire ça, c'est clair, c'est tentant. C'est quelque chose voilà, on a cette tendance. Et pourtant, elle n'est pas si juste que ça, mais si c'est positif, voilà. Voilà encore un autre chapitre de la mécanique universelle que me suggère cette lecture. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'amalgamer tout un groupe humain et d'y accoler quelque chose de négatif. Les Chinois sont, les Arabes sont, les Occidentaux sont, les Noirs sont, les Blancs sont, les etc. etc. Voilà, sont et quelque chose de négatif. Maintenant, un amalgame positif. C'est possible si c'est pas un amalgame, s'il soulève pas de trucs. Voilà, la seule chose qui est supportable, c'est de pouvoir dire les un tel sont accueillants, les etc. sont proches, ont préservé la spiritualité. Les etc. pointe, machin, ont permis de faire évoluer certains progrès. Les etc. Là, on peut arriver à dire des choses positives et globalisées. Mais normalement, en mettant du négatif, on ne peut pas. Et je pense que l'esprit d'un peuple, tel que je connais pas la, la philosophie de Hegel, j'ai pas lu dans le texte Hegel, donc je ne sais pas ce qu'il entendait par l'esprit d'un peuple. Mais s'il accolait à l'esprit d'un peuple quelque chose de positif, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut penser l'esprit d'un peuple. L'esprit d'un peuple, c'est d'être un guide spirituel. L'esprit d'un peuple, c'est d'être... Voilà, il n'y a pas de problème. Et je pense que Hegel était suffisamment euh, bienveillant, à mon sens, hein, c'est ce que j'ai l'impression en lisant les choses. Voilà, il avait peut-être des révoltes, il avait peut-être des colères après quelques trucs, mais fondamentalement, son âme était bienveillante, à mon sens. Déjà pour comprendre cette évolution, pour prendre l'humanité dans son ensemble, il faut être comme ça, je pense. Il médite sur la destinée, donc l'esprit des peuples. Son impeccable connaissance des textes acquise au Stift lui permet de décrire les péripéties de l'histoire ancienne d'une manière très concrète. Mais elle l'incite à assimiler imprudemment les situations historiques réelles à la conscience qu'en eurent ceux qui les vivaient, telles qu'elles s'expriment naïvement dans ces textes. Il soupçonne les peuples et les religions d'avoir connu, malgré leur variété, quelques développements semblables, similitudes que commandent des conditions historiques et logiques de même type. Il forge alors, non sans tâtonner, des concepts capables de recouvrir les épisodes les plus remarquables de cette évolution. La positivité, c'est-à-dire l'état d'une œuvre ou d'une institution abandonnée par les causes actives qui lui avaient donné naissance. Le destin, une vie que l'individu ou le groupe suscite par son action et qui pourtant se retourne contre lui, contrarie ses desseins, le détruit,
le détruit. L'aliénation, le fait pour le produit d'une activité créatrice de devenir étrangère à cette activité, d'en déjouer les intentions et de se dresser devant elle indépendamment, contraignant et même hostile. Mais en même temps, je pense qu'il avait raison. Les choses qui lui donnent raison, c'est que les sociétés, par exemple, finissent bien souvent par du déclin à un certain moment. Les puissances finissent par être dominées. À un certain moment, les Anglais dominaient, puis les Américains ont pris le pouvoir sur les Anglais, etc., par exemple. Donc, des choses se retournent contre le peuple allemand qui, qui était, quand il était dirigé par les nazis, a pensé que peut-être, voilà, une grande partie de ce peuple a pensé que ce que prônaient les nazis, 1000 ans de règne de dictature, était une réalité. Et puis, ça s'est complètement retourné contre ce peuple, et pareil pour le peuple italien, etc. Voilà. Donc, il y a des choses. Le monde est dans une évolue. Voilà. Maintenant, on n'est pas obligé de continuer à évoluer comme on évoluait dans les années, comme on évoluait au XVIIIe siècle. Le monde on peut passer sur autre chose. Peut-être qu'à l'époque, et puis même maintenant encore, on est resté longtemps sur des modèles où il n'y avait que la guerre qui prolongeait la diplomatie, voilà, qui arrivait à résoudre les problèmes qui ne pouvaient se résoudre par la diplomatie. Et puis peut-être que l'évolution va faire qu'à un moment, la diplomatie parviendra à anéantir l'idée de la guerre. Et ça sera fini, l'en sera fini. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des évolutions. Ce matin, j'écoutais sur une vieille émission de France Culture sur Machiavel, sur les chemins de la philosophie. Et je pense que bien des hommes politiques ont lu Machiavel et on dit purée, mais oui, alors puisque il le dit comme ça, qu'il faut être retors, qu'on n'est pas obligé de tenir ces trucs, de pouvoir manipuler, etc. Bon, bref, tout ce que préconise Machiavel au chapitre 18 du Prince. Alors, c'était valable à l'époque de Machiavel. Maintenant, il devrait y avoir, on devrait, sur tous les livres de Machiavel à l'usage des hommes politiques, il devrait y avoir quelque chose qui conteste complètement cette chose-là, qui dit, c'est pas, voilà, si vous avez cet état d'esprit, évitez la politique, s'il vous plaît, vous êtes plus des princes, quoi. On est en démocratie, donc maintenant, ce qu'il vous faut lire, ce qu'il vous faut surtout assimiler en tant qu'homme politique, si vous voulez faire de la politique, c'est les valeurs supérieures de la démocratie. Les valeurs supérieures de la démocratie, c'est qu'elles inversent les lois de la nature. Les dominants sont toujours choisis par le peuple, donc les dominants se battent, etc., pour arriver au pouvoir, mais une fois au pouvoir, ils doivent faire la politique de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire la politique du peuple, absolument la politique du peuple, et pas la politique des dominants, comme dans la nature. Dans la nature, les dominants se hissent en tête de gondole pour thésauriser les privilèges, pour profiter de l'ensemble, pour d'un coup de dent dire tu touches pas à ça, tu fais pas ça, pour dominer, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était le principe sous Machiavel. Mais c'est fini, cette chose-là, normalement. Bien sûr qu'on est encore dans ce principe, puisque là,
depuis 40 ans, on est en oligarchie. Donc ça veut dire que les dominants qui sont montés, les, qui se sont fait élire, qui ont réussi à se faire élire au niveau politique en Occident globalement, mais en France, si on prend juste la France, les dominants, c'est bien les meilleurs techniquement qui montent, mais c'est pas les plus démocratiques, c'est pas ceux qui ont la vision la plus démocratique qui sont arrivés en réalité. Voilà, et c'est pas, c'est parce que c'est les oligarques qui choisissent, qui décident de qui va plus ou moins. Voilà, bien sûr que le peuple a l'intuition populaire est très importante là-dedans, mais l'influence des oligarques grâce à leurs médias, grâce au fait qu'on leur a donné les médias, est considérable. Elle est énorme, quoi, hein, cette truc. Et donc, c'est plus des démocrates au sens. De toute manière, ils ont été rares, hein, les vrais démocrates, ceux qui maîtrisaient la philosophie démocratique, qui sont arrivés au pouvoir. Et peut-être c'est compliqué d'être un vrai démocrate, d'avoir une vision, une vision mystique de ce que c'est que la démocratie. C'est ça en réalité. C'est qu'il faut hisser la conscience des dominants à la mysticité de la démocratie. La démocratie, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs le communisme a échoué. Il a échoué parce qu'en fait, c'était pas les meilleurs de l'ensemble, c'était pas les meilleurs des dominants qui montaient, c'était les meilleurs du prolétariat. Et le meilleur du prolétariat, c'est pas l'ensemble de la classe, c'est pas l'ensemble du peuple. Et donc, c'est là, avec la crise en plus totalement aberrante qui s'est passée avec la Chine, qui a, qui a fait la chasse aux élites, quoi. Voilà. Donc, les élites sont fondamentales en démocratie. C'est elles qui doivent arriver au pouvoir, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas que le combat soit frelaté par par l'oligarchie. Parce que ça veut dire que le peuple ne peut pas choisir correctement dans ces cas-là. Et donc ils élisent, le peuple est obligé d'élire les plus grandes gueules, quoi, les plus machiavéliques, les plus ci, les plus ça, mais pas les plus démocrates, finalement. Et pour moi, ça a été caractéristique des années, de ces 40 dernières années. Les meilleurs politiques, les plus démocratiques, n'ont pas eu accès aux médias correctement, ont eu du bashing à fond par le système parce qu'ils ne voulaient pas de ces gens-là qui étaient plus justes, moins binaires, moins atlantistes, moins je ne sais pas quoi, peu importe. En tout cas, ils ont été écartés du système d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça a été les plus machiavéliens la plupart du temps qui sont arrivés au pouvoir dans le truc. C'est toujours les meilleurs dominants, bien entendu, mais c'est par rapport aux dominants prolétaires, on pourrait dire, qui, voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que le prolétaire n'a pas à être dans la compétition, bien entendu, il fait partie du peuple, donc il est légitime qu'il fasse partie de la compétition. Voilà. Euh, il forge alors, non sans tâtonner, non, ça je l'ai vu, la positivité, donc il parle de la positivité, le destin, la destinée, et ça, je pense, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un chapitre hasard et destinée sur la mécanique universelle, et je penche sérieusement du côté de la destinée. Donc,
Hegel s'adonne à ce genre de recherche dans une intention pratique. Tout en étudiant le passé, il songe à l'actuelle urgence de substituer à un système de valeurs et d'institutions sclérosées une religion et un ordre politique qui traduirait authentiquement la base spirituelle en train de prendre la relève. Eh bien, tout ce que je viens de dire, ça s'adapte complètement à la pensée de Hegel. Hegel voulait influer sur la pensée de son temps, c'est clair, et il voulait bouleverser tout ce qui était sclérosé dans la politique, dans la religion, etc., dans les modèles de base de l'humanité. Et c'était légitime pour un philosophe. Je pense voilà, c'était tout à fait normal de penser comme ça. Mais Platon a fait la même chose, etc., etc. Au lieu de gêner son libre épanouissement, des structures mieux adaptées le favoriseraient. Voilà. Et d'ailleurs, tous l'ont fait. Hein. Voilà, les philosophes à l'époque romaine voulaient modifier la politique. Ils étaient révoltés contre ce qui n'allait pas dans la Rome telle qu'ils la voyaient. Les philosophes chez les Grecs, c'était la même chose. Chez les Égyptiens, c'était pareil, etc., etc. Cette contestation, elle est légitime et normale. Voilà. Et elle a été dans le monde chrétien de la même manière. Les Saint-Augustin, etc. Sans doute les Saint-Thomas, je ne connais pas bien, mais voilà, ou les Malebranche plus tard, ils ont, tout en étant, tout en faisant partie du monde spirituel, ont contesté ce qui était injuste, ce qui ne fonctionnait pas, etc., etc. Jusqu'à vouloir le réformer, comme ce fut le cas avec le protestantisme. Donc, il partage ses préoccupations avec des révolutionnaires français désireux d'associer le renouveau politique et le renouveau religieux. Voilà, il y a les deux. Et Marx a oublié le religieux, ou il l'a sous-estimé, ou il n'en a pas suffisamment pris compte. Et total, quand le communisme, quand il y a eu la révolution bolchevique qui est arrivée, eh ben, ils ont pris que le matérialisme. Donc, c'était la voie la voie la plus extrême de Hegel, qui était sur ses deux pattes, Hegel. Il était sur le religieux et sur sur le matérialisme. Et en partant que sur le matérialisme, ça a fini dans le bolchevisme avec l'idée, bon, ben, la religion, c'est l'opium du peuple, on ne veut même pas que vous croyiez en quoi que ce soit. À partir de maintenant, il n'y a plus que le matérialisme, avec le désespoir que ça peut inclure. Parce que même si pendant quelques décennies, il y a eu la joie, l'exaltation d'un monde nouveau, d'un partage, de la fraternité entre les peuples qui composaient l'URSS, par exemple, tout ça, l'évolution sociale, l'égalité homme-femme, tout un tas de choses positives qu'il y avait dans ce communisme, le fait qu'il n'y avait pas de vision de spiritualité, ça a fini par être désespérant, quoi. Voilà, ça a fini par enlever de l'espoir et surtout plonger le système dans l'absurde. Et le matérialisme actuel, en Occident, fait la même chose et rend absurde une grande partie des esprits qui y vivent. Et il n'ignore probablement pas les initiatives retentissantes de l'abbé Fauché, de Bonneville, des théophilanthropes. Mais à la différence des Français, il porte ce faisceau de questions à un très haut niveau de complexité théorique. Alors on va arrêter là parce que ça fait un peu long.
mais on va en recommencer une dans la foulée. Je vous remercie pour cette écoute. Voilà. Et vive les 20 millions d'abonnés. À bientôt. Merci de votre écoute.